Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui fascine autant qu'il peut terrifier, la psychologie du trading. Bonjour. Oui, un sujet complexe. On est tous un peu bombardés d'images de traders qui semblent avoir un don, qui trouvent le système infaillible. La méthode miracle, oui. Exactement. Mais notre source du jour, le livre Trading Rules That Work de Jason Alan Jankowski, propose une idée presque folle. Hmm. Et si le trading, ce n'était pas un jeu pour deviner le futur, mais plutôt un laboratoire pour se connaître soi-même? C'est une prémisse qui change absolument tout. John Koski, il soutient que toute l'industrie du trading est construite sur une fausse promesse, en fait. Laquelle? Celle de la méthode miracle, justement. Lui, il dit que la clé, ce n'est pas de trouver un meilleur système. C'est de mieux comprendre deux choses. D'accord. Ce fil rouge qu'on va essayer de suivre, voir si le véritable adversaire, au fond, ce n'est pas le marché, mais le reflet qu'on voit dans l'écran. C'est ça. Commençons par sa vision du marché. Il avance une idée assez brutale, je trouve. Ah oui, Le trading est un jeu à somme nulle, et 80 à 90% des mouvements de prix, c'est juste les perdants qui jettent l'éponge. exactement. Ce n'est pas de l'analyse économique complexe ou de la géopolitique, c'est juste la douleur en fait. La douleur des perdants qui clôturent leur position. Et qui poussent le prix dans l'autre sens. Voilà. Mais attendez, ça veut dire que la question principale, ce n'est plus où va le marché, mais Où est le perdant? qui est en train de souffrir en ce moment. Ce n'est plus de l'analyse, c'est presque de la chasse. C'est une vision assez impitoyable, c'est vrai. On ne cherche pas à être le plus malin, on cherche à identifier celui qui est en train de se tromper. Disons que c'est une vision mécanique, avant tout. Et ça nous amène au cœur du réacteur, ce qu'on appelle le flux d'ordre, l'order flow. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est d'une simplicité presque désarmante. Si à un instant T, il y a plus d'ordres d'achat que de ventes qui arrivent sur le marché, le prix monte. Et inversement? Et inversement, s'il y a plus de vendeurs, le prix baisse. Point. C'est tout. Il n'y a pas d'âme, pas d'intention. C'est une machine à traiter des ordres. D'accord, donc le marché est juste une gigantesque machine à calculer. Mais alors, qu'est-ce qui crée tout ce chaos? Si c'est si simple, pourquoi tout le monde n'y arrive pas? Parce que nous, les humains, nous ne sommes pas des machines. C'est nous qui venons greffer nos émotions là-dessus, sur ce mécanisme froid. L'espoir, la peur. L'espoir qu'un trade perdant se retourne, la peur de manquer une opportunité, l'avidité. Le marché, lui, est totalement indifférent au fait que vous ayez besoin de cet argent pour payer votre prêt. Il s'en fiche. Complètement. Il traite l'ordre. Le défi du trader, selon Jankowski, c'est de cesser de projeter ses émotions et de juste s'aligner sur la réalité mathématique du flux net. On retrouve notre fil rouge. Le combat n'est pas contre la machine, mais contre notre propre nature. Et c'est là qu'il introduit une distinction qui m'a semblé fondamentale. Ah oui, La différence entre un système de trading et un plan de trading. On a l'impression que c'est pareil, mais pour lui, c'est le jour et la nuit. c'est la clé de voûte de sa philosophie. Un système, c'est votre stratégie. C'est ce que vous utilisez pour tenter d'identifier des opportunités. Les graphiques, les nouvelles, n'importe quoi. Mais Jankowski est très direct, hein. Aucun système n'est parfait. Il dit que le meilleur des systèmes aura raison au mieux 55% du temps. Ça m'a vraiment interpellé. 55%, on est à peine au-dessus du pile ou face. À peine. On risque son capital pour un avantage aussi faible. Ça paraît complètement dément. Comment on peut être rentable avec ça? C'est la question à million. Et sa réponse est grâce au plan. Le plan, lui, il n'est pas stratégique, il est tactique. Son but n'est pas de prédire le marché. Non. Son unique objectif, c'est de contrôler le comportement du trader. Et là, contrairement au système et ses 55%, le plan, il peut et il doit être suivi à 100%. C'est le garde-fou. C'est ça. C'est le plan qui vous force à couper une petite perte avant qu'elle ne devienne un désastre et qui vous permet de laisser courir un gain quand, pour une fois, le système a eu raison. C'est la discipline qui transforme ce maigre 55% en rentabilité. Et les exemples qu'il donne pour ce plan sont incroyables. On sort complètement du cadre financier. Oui, on entre dans le personnel. Il ne parle pas de ratio, d'objectif de profit, il parle de sa vie. C'est presque un journal intime qui devient un outil de performance. Absolument. Il ne s'agit pas de dire « je veux gagner 1000 € aujourd'hui ». Il s'agit de gérer son état mental. Oui, il écrit des règles dans son plan qui semblent n'avoir aucun rapport avec la finance. Par exemple, Hmm. Si j'atteins mon objectif du trimestre en seulement 2 semaines, j'arrête tout et je prends 2 jours de congé. Ou l'inverse.
Après 4 trades perdants d'affilée, je m'interdis de trader pendant 5 jours. Il va même jusqu'à planifier ces interruptions autour d'événements personnels. C'est ça qui est fou. C'est l'exemple le plus frappant. Il note dans son plan: Mon fils part étudier en Europe en mai, je ne traderai ni la semaine avant, ni la semaine après son départ. Et il y a aussi l'histoire de l'Oktoberfest. Oui, je le rejoins pour l'Oktoberfest en septembre. Interdiction de trader 3 jours avant le voyage et 1 semaine après, à cause du décalage horaire, de la fatigue. C'est dingue. En fait, il fait une cartographie de ses propres faiblesses. Il sait que l'émotion du départ de son fils ou la fatigue vont le rendre moins bon. Alors il s'interdit l'accès au marché. Il se protège de lui-même. Le plan n'est pas là pour battre le marché. Il est là pour nous empêcher de nous battre nous-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est le niveau de conscience de soi que ça exige. C'est une reconnaissance humble, honnête que non, nous ne sommes pas des robots. Le stress, la joie, la fatigue. Tout ça a un impact direct sur nos décisions. Le plan, c'est un contrat qu'on passe avec soi-même pour se forcer à rester discipliné, quand notre cerveau émotionnel veut prendre le volant. Donc ce plan, c'est un bouclier contre nos faiblesses. Mais le moment où ce bouclier est le plus testé, c'est sûrement quand on perd de l'argent. Le moment critique. Ce moment où la panique peut s'installer. Comment le livre aborde ce sujet? L'art de couper ses pertes. Jankowski dit que c'est la compétence la plus importante de toutes. Mais encore une fois, il élargit le concept. Pour lui, définir son risque, ce n'est pas juste... Mettre un stop-loss. Voilà. Ce n'est pas juste mettre un ordre stop-loss sur un graphique. C'est une évaluation beaucoup plus globale. Qui commence par quoi? Par une question simple et terriblement honnête. Est-ce que je comprends vraiment le marché sur lequel je m'aventure? Et ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Non, ça inclut les pressions externes, de la vie réelle. Quelle est votre situation financière? Un divorce en cours, un prêt qui vous étrangle? Ce sont des facteurs de risque. Absolument. Est-ce que votre conjoint vous soutient ou est-ce que c'est une source de conflit? Il s'agit de construire des filets de sécurité psychologiques et financiers, bien avant de cliquer sur « Acheter ». Dans cette partie, il y a 2 règles qui m'ont vraiment marqué. Elles vont à l'encontre de notre instinct. Je pense savoir lesquelles. La règle numéro 7, votre première perte est votre meilleure perte. Et la numéro 8, ne jamais, jamais ajouter à une position perdante. La psychologie derrière est cruciale. Une perte, ce n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas le marché qui vous dit que vous êtes stupide. C'est juste une information. C'est simplement une information factuelle. Le marché vous dit, à cet instant précis, tu es du mauvais côté du flux d'ordre. C'est tout. C'est un fait, pas un jugement. C'est une leçon d'humilité terrible, en fait. C'est si difficile à accepter, ça heurte l'ego. On a fait notre analyse, on était convaincus d'avoir raison. Et le marché dit non. L'instinct, c'est de se accrocher, d'espérer. Oui. Et c'est là le piège. Le problème, c'est notre attachement émotionnel à notre hypothèse. On veut avoir raison, plus qu'on ne veut gagner de l'argent. C'est bien dit. Accepter cette première petite perte, c'est se détacher émotionnellement. C'est dire « Ok, mon hypothèse était fausse, page suivante ». Ce qui rend la deuxième règle, ne jamais ajouter à une position perdante, parfaitement logique. Bah oui. Si la perte est une info qui dit « tu as tort », alors rajouter de l'argent, c'est comme crier sur la machine pour qu'elle change d'avis. C'est exactement ça. C'est un acte purement émotionnel. C'est l'ego qui prend les commandes et qui dit « je vais te prouver que j'avais raison ». On jette de l'argent sur un problème. En espérant que le marché valide notre besoin psychologique. Et comme on l'a dit, le marché se fiche complètement de nos besoins. Le perdant que Jankowski nous dit de chasser, au fond, c'est souvent cette personne qui est en train d'argumenter avec le marché. Précisément, celle qui refuse de prendre sa première perte et qui commence à moyenner à la baisse. Le jeu consiste à identifier le moment où la douleur de ce groupe devient insupportable. Et où ils sont forcés de liquider, créant le mouvement de prix que le trader discipliné peut alors exploiter. Parlons maintenant de quelques maximes du trading que le livre revisite de façon... Très original. Oui, assez surprenante. On connaît tous le fameux « la tendance est votre ami ». Trade with the trend. L'auteur identifie bien les 3 tendances connues, hausse, baisse et le range. Jusque-là, rien de nouveau. Mais c'est là que sa vision devient complètement contre-intuitive. On nous répète partout de surfer sur les vagues de hausse, les fameux bull markets. Mais Jankowski, lui, il nous dit que ces marchés haussiers sont des aberrations, des anomalies, qui sont difficiles à trader. Pire que ça. Il dit que ce sont souvent des opportunités de vente à découvert pour les pros, que la nature profonde des marchés est d'être baissière. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. C'est un changement de perspective radical, mais qui a une logique structurelle. Pour le comprendre, il faut se demander à quoi servent les marchés à l'origine. Ils n'ont pas été créés pour les spéculateurs. Non, mais pour les hedgers,
Les producteurs, les industriels, les agriculteurs, ceux qui utilisent le marché pour se protéger d'un risque dans le monde réel. Comme un producteur de café qui veut fixer le prix de sa future récolte. Exactement. Maintenant, mettez-vous à sa place. Que faites-vous quand le prix du café monte? Je suis contente et je vends pour sécuriser ce bon prix. Vous hedgez. Donc plus un prix monte, plus ces acteurs industriels vendent pour sécuriser leurs profits. Ce qui crée une pression vendeuse, naturelle et constante. Ah d'accord, donc les marchés haussiers, les bull markets, seraient en fait alimentés par quoi? Par l'euphorie des spéculateurs. En grande partie, oui. Par l'irrationalité de la foule qui se dit « ça ne peut que monter ». C'est une situation que les professionnels et les hedgers exploitent. En vendant à cette foule euphorique. Vu sous cet angle, une tendance haussière n'est pas un signe de force saine, mais une bulle d'optimisme qui attend d'être piquée. La logique est implacable. Et qu'en est-il de l'analyse technique? Tous ces indicateurs, le RSI, le MACD. L'auteur est particulièrement acide à leur sujet. Très acide. Son argument est double. Premièrement, il martèle que l'analyse technique est historique, pas prédictive. Ça dit ce qui s'est passé, pas ce qui va se passer. C'est regarder dans le rétroviseur pour conduire. Et son deuxième argument est encore plus simple. C'est du pur bon sens. Oui, dans un jeu à somme nulle, si des millions de traders utilisent tous les mêmes indicateurs, ils ne peuvent pas tous gagner. C'est mathématiquement impossible. Si l'indicateur dit « acheter » et que tout le monde achète, qui leur vendent? Et qui va acheter plus cher après eux? Du coup, que propose-t-il? Il suggère de jeter la plupart de ces indicateurs et de se concentrer sur le seul qui, selon lui, compte vraiment. Et ce n'est pas un indicateur basé sur le prix. Ah. C'est le volume, accompagné de l'open interest. Pour rappel, l'open interest, c'est le nombre au total de contrats ouverts sur un marché. Pourquoi c'est si différent? En quoi c'est supérieur? Parce qu'il ne cherche pas à prédire le prix. Il mesure le comportement réel de la foule. Il répond à une question simple. Est-ce que de l'argent frais entre sur le marché avec conviction? Où est-ce que les gens fuient en clôturant leur position? C'est ça. Si le prix monte et que l'open interest monte aussi, ça veut dire que de nouveaux acheteurs arrivent, confiants. C'est un mouvement sain. Mais si le prix monte et que l'open interest baisse? Là, c'est différent. Uh-huh. Ça veut dire que la hausse est alimentée seulement par les perdants qui rachètent leur position en panique. Il n'y a pas de nouveaux acheteurs, la tendance est fragile. Précisément. C'est l'indicateur le plus direct de la psychologie de la foule. Il ne dit pas où va le prix, mais il dit comment le prix y va et avec quelle conviction. C'est une information bien plus précieuse. On arrive au terme de cette exploration, et si on devait résumer le message de Jankowski, on revient à notre idée de départ en fait. Toujours. Le succès en trading dépend finalement très peu de notre capacité à prédire les marchés, et presque entièrement de notre capacité à nous comprendre et à nous contrôler. Il s'agit de se désynchroniser de la mentalité de la foule. Ce qui nous ramène à la toute dernière règle du livre, la règle 28, qui encapsule tout. Soyez votre propre sujet d'étude. Be a student of yourself. Se connaître soi-même. Connaître ses propres biais, sa tendance à l'euphorie, sa propension à la panique, identifier ses déclencheurs émotionnels, voilà le véritable avantage. C'est ça, le fameux edge. C'est quand on arrête d'essayer de comprendre la foule et qu'on commence à se comprendre soi-même, qu'on peut enfin voir le comportement de la foule avec clarté et potentiellement l'exploiter. Je voudrais finir sur une phrase de la conclusion du livre qui résume parfaitement ce voyage. L'auteur écrit « Le marché ne bat pas le joueur, il lui donne simplement une chance de se battre lui-même ». C'est une très belle formule. La maîtrise arrive quand on réalise que le trading n'est pas une lutte contre une force extérieure, mais un chemin vers la connaissance de soi. Et ça laisse une question en suspens pour chacun. Et si le véritable profit à la fin du chemin, ce n'était pas le solde sur le compte, mais la conscience de soi qu'on a été forcé d'acquérir?